Bonjour, je m'appelle Suzanne Tartière, je suis médecin, régulateur au SAMU de Paris. Et d'abord, je voudrais remercier Secours Mag et Secours Expo de nous permettre de vous présenter notre plateforme, le SOS Crise, qui existe déjà depuis un an. Au mois de mars, dès que le Covid est apparu, le nombre d'appels au SAMU de Paris a été multiplié par 3 ou 4. De 3 000, nous sommes passés à 12 000 appels. Il a fallu évidemment que le SAMU reçoive des renforts pour traiter tous ces appels. Et l'association dont je suis la secrétaire générale, l'association Les Transmetteurs, qui a été fondée par le docteur Xavier Manueli et qui regroupe 150 médecins retraités extrêmement disponibles, est venue très rapidement en renfort. Et pendant 17 jours, nous avons participé, aux côtés de nos collègues médecins du SAMU, nous avons participé à la prise d'appel. Et puis, au bout de ces 17 jours, des renforts sont venus. Un très grand nombre d'étudiants en médecine sont venus. Et là, nous n'avions plus notre place. Nous sommes donc retirés, mais nous avions acquis une expertise et nous avions envie de continuer. Mais comment? Nous avons eu la chance de rencontrer à ce moment-là un grand professionnel des plateformes qui nous a proposé de continuer notre action et de mettre au point une plateforme complètement virtuelle, dématérialisée. J'avoue que sur le moment, j'ai pas très bien compris pourquoi. J'imaginais qu'il fallait obligatoirement avoir un standard. Mais non, m'a-t-il affirmé, chacun pourra répondre de chez soi. Vous pourrez décrocher, une première ligne pourra décrocher et passer l'appel à une deuxième ligne. Cette idée a séduit le docteur Xavier Manueli. Il souhaitait que l'on puisse mettre cette plateforme en place et au début, le public que nous visions était ce que nous appelions dans notre jargon les no-web, en particulier ces personnes âgées qui, par défaut, appellent très souvent le SAMU, les pompiers, sous un prétexte médical, alors qu'en réalité, c'est leur solitude qui est le moteur de leurs appels, solitude dont ils n'osent pas parler. Une très récente étude des Petits Frères des Pauvres montre que plus de 30% des personnes de 60 ans n'ont parlé à personne le mois précédent. Ils évoquent un concept qui est très fort, ils parlent de mort sociale. Et appeler à service d'urgence, prétextant un problème médical, peut être un moyen un moyen temporaire de résoudre leur solitude. Un médecin va venir les voir, ou ils vont être accompagnés dans les urgences d'un hôpital. Et au SAMU de Paris, je suis un peu spécialisée dans la prise en charge de ces appels, et j'essaie en amont de les mettre en lien avec toutes les structures médico-sociales qui sont si nombreuses, mais qui sont si mal connues aussi. Si je vous parle de CPTS, si je vous parle de M2A, si je vous parle de CLIC, je suis sûr que vous ne connaissez pas ces mots, et pourtant ce sont des structures formidables qui peuvent aider et soutenir les gens âgés à domicile. Et donc nous avons décidé de mettre en place une plateforme. Nous avons eu la chance dès le départ d'avoir un numéro très simple, le 0800 19 00 00, numéro facile à retenir. Au début, nous avons appelé notre plateforme SOS Confinement, puis SOS Déconfinement, et maintenant nous l'avons appelée SOS Crise. Pourquoi? Parce que nous sommes au-devant d'une crise majeure qui ne fait que commencer, nous voyons tous les prémices. Au début, cette plateforme était destinée aux personnes âgées, les no-web, qui seraient certainement perdus devant tous ces numéros de téléphone, pas facile de s'y retrouver. Et puis petit à petit, les publics se sont élargis. Nous avons eu beaucoup de patients avec des problèmes psychiatriques. Nous avons eu des jeunes qui nous appelaient, un public qui va de 15 à 95 ans. Notre souhait était de pouvoir répondre rapidement, de ne pas faire attendre les gens, d'être suffisamment nombreux pour pouvoir décrocher rapidement. Quand je les forme, je leur dis toujours que un mot qui est important, c'est qu'un sourire s'entend au téléphone. Et ce que je souhaite, c'est que les gens sentent que l'on est heureux de les accueillir, heureux de prendre un appel et qu'on va tout faire pour apporter une réponse complètement adaptée. J'ai un collègue qui travaille au SAMU du Gabon et la phrase que donnent ces opératrices quand elles décrochent, je la trouve géniale. Elle décroche en disant « Bonjour, à qui ai-je l'honneur ?» Et je trouve que cette phrase est extrêmement forte et je ne demande pas à nos équipes de décrocher en disant cela, mais je trouve que cette phrase est très forte et j'aimerais qu'elles aient un peu cet esprit. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Quelles sont les forces de notre plateforme? Notre plateforme a plusieurs missions. Écouter, bien entendu, et surtout, prendre le temps. Les médecins retraités de l'association nous ont rejoints et ont accepté d'être bénévoles sur cette plateforme. Ils vont prendre le temps d'écouter, prendre le temps de rassurer, prendre le temps d'expliquer, prendre ce temps que plus personne n'a. Prendre le temps, et puis aussi orienter. Ma culture de médecin de SAMU m'a convaincu de l'intérêt d'une orientation. Nous avons recensé au niveau de la France plus de 1500 structures médico-sociales qui pouvaient être des structures aidantes et répondre aux problèmes que l'on nous posait. Et si on ne sait pas répondre à la question, on va trouver une solution. On va se battre pour. On veut vraiment que chaque appel soit un appel individuel. Nous n'avons pas de script. Nous répondons à chacun en fonction de ses besoins, et nous lui consacrons le temps nécessaire. Constance, Antoine et tous ceux qui vont me suivre vous expliqueront dans le fonctionnement de cette plateforme, vous expliqueront la formation de ceux qui y participent, la qualité de ceux qui répondent. Juste pour terminer, je voudrais en mot de conclusion dire que la régulation pour moi c'est de répondre à 3 qualités. L'expertise,
l'humilité et la créativité. Un grand nombre de professionnels nous ont rejoints sur cette plateforme, que ce soit les médecins retraités ou des psychologues ou des personnes bienveillantes, qui ont tous une expertise de l'écoute. Deuxième qualité, l'humilité. On ne sait pas tout, et quand on ne sait pas répondre, on dit aux personnes, me donnez-vous le temps de chercher une réponse. Et on va chercher cette réponse et on va la trouver. Troisième qualité, la créativité. De temps en temps, on peut avoir des demandes un peu étranges, et on va essayer de trouver la solution. On m'a raconté qu'un jour, un berger, perdu dans les alpages, avait appelé. Que faire? Eh bien, on a trouvé le service d'assistance aux bergers en détresse. Et ce service s'appelle Cléopâtre. Et nous avons pu lui donner les coordonnées d'un service extrêmement spécialisé qui a pu l'aider et lui apporter la réponse qu'il n'arrivait pas à trouver. Un numéro simple, facile à retenir, 0800 19 00 00. Vous imaginez bien que notre ambition est de réduire ce numéro à 2 chiffres, le 19. Je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais on aimerait bien. Cette structure pourrait être en quelque sorte une méta-plateforme que l'on pourrait appeler et qui pourrait orienter vers toutes les structures existantes. Quand on ne sait pas, eh ben on pourrait faire le 19 et le 19 pour vous orienter et vous permettre de vous repérer dans ce monde extrêmement complexe de l'urgence médico-psychosociale. En conclusion, je voudrais remercier Secours Expo. J'ai déjà participé plusieurs fois à vos manifestations, j'étais vraiment heureuse. Je regrette effectivement qu'on ne puisse la faire que par Zoom et j'espère que bientôt on pourra se retrouver pour de vrai. Et puis je vais laisser la parole à tous mes collègues qui vous présentent le fonctionnement de manière beaucoup plus précise de cette plateforme. Bonjour, Constance Lenoir, donc je suis coordinatrice de la plateforme SOS Crise. Donc cette plateforme, comme Suzanne Tartière vient de vous l'expliquer, c'est une plateforme d'écoute, d'information, d'accompagnement et d'orientation. Donc c'est une plateforme un peu particulière parce qu'elle n'est pas là que pour écouter les gens. Elle leur propose une écoute, de pouvoir les apaiser, mais aussi de pouvoir les informer et aussi les orienter vers des structures en fonction des besoins qu'elles ont pu exprimer. Et en fait, c'est là la particularité de la plateforme qui intervient dans le domaine en fait médico-psychosocial. Donc, elle a décidé de décloisonner un peu tous ces champs pour se retrouver et pouvoir apporter une réponse complète aux personnes qui pouvaient nous appeler dans la détresse, qui avait plein de questionnements. Et pour ce faire, on a mis en place en fait un système qui est qui est un peu particulier, qui est une écoute en fait en 2 temps. Donc la première, c'est il y a 2 lignes de réponse. Donc quand quelqu'un appelle, il tombe sur ce qu'on appelle un N1 décrochant, qui va prendre l'appel, écouter, comprendre le besoin, apaiser, pour pouvoir après décider en 2e ligne de lui passer un autre écoutant qui va être médecin, psychologue ou écoutant général, en fonction du besoin qui a pu être exprimé, pour après avoir une écoute un peu plus longue et de pouvoir orienter ces personnes justement, les accompagner, les orienter au plus près de leurs besoins. Donc c'est là une grande richesse de la plateforme, c'est cette pluridisciplinarité des acteurs et cette réponse en 2 temps qui permet aussi de ne pas avoir une attente trop longue, parce que c'est souvent aussi une des difficultés des plateformes. Ça permet de prendre l'appel rapidement pour pouvoir déjà apaiser. Si je reprends un peu les chiffres, parce que Suzanne Tartière le rappelait, ça fait bientôt 1 an que nous existons, et donc la plateforme a eu pas loin de 19 000 appels et elle en a traité presque 16 000. Donc c'est un taux de réponse important. Donc ça c'est un des points qu'on veut mettre en avant. Et pour reprendre ce que disait tout à l'heure Suzanne, c'était aussi l'importance d'avoir une action collective, donc dans les réponses qu'on peut apporter. Donc il y a tout un travail qui a été fait d'avoir un annuaire très exhaustif de structures vers lesquelles on pouvait orienter les personnes qui nous appellent et qu'on met à jour régulièrement, qu'on actualise, qu'on alimente au vu des actions qu'on peut avoir ou des appels qu'on a pu avoir depuis le début de la plateforme, pour avoir une réponse la plus complète possible. Voilà un petit peu sur le fonctionnement de la plateforme. Après, la plateforme, elle a une autre particularité, c'est que les écoutants sont seuls parce que la plateforme est totalement dématérialisée. Donc chacun travaille de chez soi, mais ils sont en lien. Et donc ça, c'était un autre point, une autre particularité, c'est une autre particularité de la plateforme, c'est que
il y a du lien pendant les permanences. Chacun est connecté. On peut soutenir l'écoutant qui serait en difficulté quand il y a des appels un peu difficiles. Il n'est pas tout seul. Donc ça, c'est important. Et il y a un accompagnement et des temps d'échange permanents, en fait. Quand on rentre pour devenir écoutant à SOS Crise, c'est une formation au départ sur l'écoute, sur comment est-ce qu'on conçoit l'écoute, l'accompagnement et l'orientation qu'on propose. Et ça va être des formations sur des thèmes qui peuvent être sollicités en fonction des difficultés rencontrées par des écoutants, des temps d'échange sur éventuellement des situations qui peuvent poser problème, parce que comme on est sur une logique d'orientation et d'accompagnement, c'est comment aider ces personnes vers cette orientation, parce que parfois ça peut être un peu difficile pour eux. Donc collectivement, comment est-ce qu'on peut les accompagner aussi dans cette recherche, et ça va être aussi des temps de débriefing pour aider les écoutants par rapport aux appels qui parfois peuvent être difficiles, et aussi de la supervision deux fois par semaine. Un psychologue extérieur à la plateforme, dans le sens où il n'est pas écoutant, intervient pour pouvoir accompagner les équipes. Et donc ça, c'est un autre point sur lequel on met l'accent, parce qu'on pense que c'est essentiel pour la cohérence du projet et pour pouvoir bien accompagner nos appelants. Et c'est pour ça qu'on a aussi aujourd'hui 3 bénévoles avec nous qui sont là depuis le début de la plateforme et qui vont pouvoir comme ça vous présenter un petit peu le rôle, les différents rôles que j'ai évoqués tout à l'heure, et puis peut-être l'illustrer avec des situations. Donc je vais laisser la parole à Frédéric, qui est N1 décrochant sur la plateforme depuis sa création. Bonjour à toutes. Donc je vais reprendre un peu ce que disait Constance tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on décroche le téléphone, on ne sait pas qui on va avoir au bout du fil, ni comment il ou elle va être, et ce dont il ou elle aura besoin. Donc, l'objectif, c'est de l'accueillir comme il est, comme elle est. C'est de l'écouter pour la comprendre, l'écouter pour essayer d'identifier son besoin. C'est aussi de l'apaiser, de la laisser retrouver ses esprits et reprendre pied peut-être dans une forme de réalité un petit peu différente. Et ensuite, c'est l'orienter. Alors, l'orienter vers le 2e niveau, comme l'a présenté tout à l'heure Constance, médical ou psychologique, ou vers d'autres plateformes qui sont avec lesquelles nous pouvons être en relation, comme le 3919, SOS pour la plateforme dédiée à l'accueil des femmes, avec lesquelles on a eu, c'est la première qui me venait à l'esprit, pour avoir eu l'occasion d'orienter quelqu'un ou de travailler avec elle il y a peu de temps sur un cas particulier. Voilà, donc une fois que l'on a identifié quel pouvait être le besoin de la personne qu'on a en ligne, à ce moment-là, on l'oriente soit sur Armel, qui est N2 psy, soit sur Élise, qui est N2 médical. Et je vais laisser la parole justement à Élise pour qu'elle nous décrive un petit peu plus les types d'appels qu'on peut recevoir en tant que médecin et son rôle sur la plateforme. Alors, donc, quand l'appel nous arrive en N2 médical, nous avons déjà quelques informations transmises rapidement par le N1. Donc, nous savons en conséquence un petit peu comment accueillir l'appelant. Nous écoutons sa demande, nous la décodons si besoin. Et ensuite, nous lui transmettons des informations vérifiées, c'est-à-dire que ce n'est pas notre avis personnel qu'on va donner ou notre opinion, on va donner des informations scientifiques, éventuellement validées par le comité scientifique de la plateforme. Il faut donc nous donnons des informations, des conseils, on peut faire un petit peu de pédagogie, mais nous ne prescrivons pas de médicaments ou quoi que ce soit sur la plateforme. Nous devons être très vigilants quant à la déontologie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop critiquer les soignants habituels du patient, essentiellement parce que c'est déontologique et aussi parce que souvent,
dans cette circonstance, en tout cas, nous n'avons que les informations que le patient veut bien nous donner et qui sont souvent partielles. Ensuite, si besoin, nous orientons le patient donc vers ses soignants habituels, vers des services d'urgence s'il y a lieu, ou vers d'autres services, et éventuellement vers des écoutants N2 psy de la plateforme si le besoin s'en fait sentir. Nous avons 2 types d'appels médicaux. Le plus souvent, des appels ponctuels qui sont des demandes d'informations, d'avis, beaucoup sur l'épidémie de Covid. Donc, on répond aux questions sur les tests, les cas contacts, les isolements, les stratégies mises en place et la vaccination, bien sûr, beaucoup en ce moment. Nous avons aussi des appelants qui appellent plusieurs fois la plateforme. Ce sont en général des gens un petit peu inquiets qui ont du mal à être rassurés. Ou alors nous avons aussi des appelants qui font des crises de toutes sortes et que nous essayons de rendre un peu plus autonomes dans leur gestion de crise en faisant éventuellement un petit peu d'éducation thérapeutique. Merci Élise pour cette présentation. Et donc je vais laisser la parole donc à Armelle, qui est psychologue sur la plateforme. Enfin, tous les écoutants, donc, quel que soit leur statut, sont bénévoles sur la plateforme. Oui, tout à fait. Donc bonjour. Donc moi, on me transfère effectivement les appels de personnes qui rencontrent des difficultés d'ordre psychologique. Ces appels, ils sont variés. Parce que évidemment chaque histoire est différente, mais si je les regroupe, je dirais qu'on reçoit beaucoup d'appels de personnes anxieuses, de personnes en dépression, voire des personnes qui envisagent des passages à l'acte suicidaire, et puis quelques personnes qui ont des maladies psychiatriques plus lourdes. Ce que je constate, c'est que une précarité financière et un isolement social font que beaucoup de personnes ne peuvent pas consulter de psychologue ou de psychiatre et donc sont heureuses de trouver cet accueil gratuit sur la plateforme. Certaines personnes aussi appellent parce que justement elles ne souhaitent pas être vues et préfèrent parler et s'exprimer librement sans avoir un regard qui pourrait les juger dans ce qu'elles vont dire. Alors l'objectif, effectivement, c'est absolument pas de poser de diagnostic, d'entamer de thérapie. C'est vraiment d'ouvrir un espace d'écoute bienveillante pour, comme on l'a dit tout à l'heure, apaiser, rassurer, soulager éventuellement les souffrances. La personne qui a écouté, elle va pouvoir en nous parlant, mettre du sens dans ce qu'elle ressent, dans ses émotions. Et en plus, ce qu'on constate souvent, c'est que ces personnes se rendent compte qu'on s'intéresse vraiment à elles, et parfois ça n'y aurait pas arrivé depuis très longtemps. L'équipe, l'équipe est complétée habituellement aussi par un écoutant, par les écoutants généraux qui vont, qui ne sont pas psychologues, mais qui apportent toujours une écoute bienveillante et qui peuvent prendre les appels parfois où on est plus sur des problématiques, un moment de solitude, de solitude, de questionnement, même si c'est pas forcément l'objectif de la plateforme d'être sur juste cette écoute, mais c'est un temps qui leur est proposé. Puis après, pourquoi pas pouvoir les orienter vers d'autres choses aussi. Mais elles vont illustrer un petit peu ce qu'on a pu dire en proposant quelques petits exemples. Donc, Élise, est-ce que tu veux nous illustrer ce que tu as pu nous dire? 2 situations qui me viennent à l'esprit. La première, celle d'une femme d'une 30aine d'années qui appelle avec son papa d'une 60aine d'années. Tous 2 sont à risque de Covid grave de par leur pathologie. Et le grand-père de la jeune femme, qui est le père du monsieur, vient de décéder de la Covid dans une région où l'épidémie est très présente, alors que eux-mêmes vivent dans un petit village sans trop de contact à l'extérieur et dans une région relativement préservée du virus. Donc le questionnement est grave parce que la question c'est: est-il raisonnable pour nous, pour notre santé, d'aller aux obsèques? Mais d'un autre côté, donc si c'est pas très raisonnable, ce qui semble quand même le cas, comment allons-nous pouvoir faire notre deuil sans assister à la cérémonie?
et aussi comment, vis-à-vis de la famille, expliquer tout ça, argumenter la décision qu'on prendra. Donc on a discuté assez longuement. Je les ai laissés avec les informations que je pouvais leur donner, et donc ils ont pris leur décision ensuite. Je ne sais pas quelle décision ils ont prise finalement, mais c'était vraiment un moment très fort d'échange. Et ensuite, j'avais aussi un certain nombre d'appels d'enfants, de familles recomposées en garde alternée, avec un enfant qui se trouve diagnostiqué cas contact ou Covid positif dans une famille, et la famille qui doit le prendre la semaine suivante, qui ne veut pas le prendre, qui refuse parce que de peur de contaminer l'autre foyer. Et la famille qui l'a en garde dit « moi je ne peux pas » ou « je ne veux pas le garder une semaine de plus ». Voilà, donc ça fait des situations assez compliquées où nous, on nous demande notre avis de soignants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est raisonnable au vu de l'épidémie, mais il y a derrière toute une problématique familiale. Donc je me rappelle en particulier d'une maman qui m'appelle à propos de sa fille de 8 ans, qu'elle a en garde, que la famille du papa ne veut pas reprendre, la compagne, il y a d'autres enfants, etc. Et elle est acculée, du coup elle s'emporte un petit peu, elle me dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, son père ne veut pas la reprendre, la compagne encore moins, etc. Elle commence à s'énerver, moi non plus j'en veux pas, et du coup là je l'interromps en disant écoutez ce que vous êtes en train de me dire, écoutez-vous, vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Donc elle s'arrête aussitôt, l'enfant est dans la pièce, donc il a tout entendu vraisemblablement, et donc elle se rend compte de ce qui s'est passé, et donc on discute un petit peu ensuite de l'attitude qu'elle va pouvoir avoir vis-à-vis de son enfant quand nous aurons raccroché. Parce que je n'ai pas la voix qui porte très loin en ce moment, donc avec le micro c'est mieux. Oui, c'est une jeune femme qui m'appelle en disant, qui appelle en disant avec la voix extrêmement paniquée, des sanglots dans la voix, et une sorte d'urgence à poser quelque chose qui la submerge en fait. Elle est en train de faire une crise de panique, donc elle n'est pas vraiment en capacité de raisonner. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure en fait quand je disais les accueillir comme ils sont. Donc je l'accueille, je la laisse dire ce qu'elle a à dire, en désordre, en vrac, ça n'a aucune importance, on fera le tri après. Je l'aide à reprendre son souffle. Et puis simplement en lui parlant, je la laisse vider son sac en fait. C'est un peu comme si au fur et à mesure qu'elle s'exprimait, le poids de son fardeau, le poids de ses problèmes se dissipait. Puis elle me dit, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai toujours eu une vie extrêmement, extrêmement riche. J'ai aucun problème de santé. Je n'ai pas de problème financier. J'ai un job. J'ai des amis. Mais je commence à mourir du fait de ne plus avoir de relations réelles. Et c'était en train de la détruire. Et donc du coup, elle a pu le verbaliser. Et puis on a réfléchi ensemble à quelle pouvait être la suite. Est-ce qu'elle avait besoin de parler un peu plus longuement à une psy ou une écoutante générale pour essayer de voir de quelle façon elle pouvait essayer de compenser le manque de ces relations-là jusqu'à ce que les portes s'ouvrent à nouveau et qu'elle retourne, peut-être qu'elle envisage de retourner travailler ponctuellement en présentiel si son entreprise le permettait, mais a priori, ce n'était pas vraiment le cas. Donc voilà, je lui ai proposé de la transférer sur un N2 pour un temps plus long de conversation pour qu'elle puisse poursuivre son élaboration. Et elle était prête à le faire, et j'ai transféré à un écoutant général, je crois. Voilà, donc c'est ce type. Il n'y a pas de... en fait, en réfléchissant au travail, enfin, à cette émission, je me suis dit que finalement, le cas n'est pas très important. L'important, c'est l'accueil, en fait, et c'est l'écoute. Et c'est l'écoute qui permet de
enfin, je crois en décrochant, l'idée, c'est d'accueillir les gens comme ils sont pour les mettre en capacité d'élaborer, de retrouver une solution eux-mêmes avec l'appui d'un médecin, l'appui d'un écoutant général ou l'appui d'un thérapeute comme Armel, par exemple, d'un psychologue comme Armel. Donc voilà, une autre expérience ça serait que redire un peu ce que je viens de vous raconter. Je peux évoquer 2 appels que j'ai reçus ces derniers temps pour mettre en lumière ce que la plateforme peut apporter. Donc, je pense à un jeune homme qui a appelé en pleurs, avec des difficultés à s'exprimer. Après l'avoir mis en confiance, il a pu parler plus librement. Son angoisse s'est estompée. Et en discutant, il a pris conscience qu'il écoutait beaucoup les informations, que c'était très anxiogène pour lui. Et du reste, comme ça l'est pour beaucoup de monde, on a beaucoup d'appels qui vont dans ce sens. Et qu'il avait peur de tomber malade, de mourir. Et du coup, il avait une oppression sur laquelle il n'avait pas mis de mots qui le gênait beaucoup. Alors, à la fin de l'appel, il s'est détendu. Alors, comme disait Constance, on entend un sourire. En l'occurrence, c'était pas un sourire, il a pu rire. Donc, bon, on se dit que l'appel a été utile. Il est reparti avec quelques conseils, notamment de pratiquer de la relaxation ou de la méditation pleine conscience. On a accès assez facilement maintenant avec Internet à ces méthodes pour se détendre. Également au fait qu'il allait cesser d'écouter en boucle les informations pour prendre du recul et puis s'apaiser. Et cet appel aussi lui a été utile parce que ça lui a permis de prendre conscience qu'il pouvait aller consulter un psychologue ou un psychiatre si son état ne s'arrangeait pas sur la durée. Donc ça fait partie des appels où en une fois, soit c'était un questionnement ou un souci ponctuel et qui est résolu au bout d'un appel, soit la personne prend conscience qu'elle peut aller consulter et donc va entreprendre par ailleurs quelque chose qui va lui permettre d'aller mieux. Et puis il y a quelques personnes qui nous appellent de façon un peu plus régulière. Parce que leur situation, même si elles ont un suivi avec un psychiatre ou un psychothérapeute de façon régulière, mais souvent un peu trop espacée, elles ressentent le besoin quand elles ont des angoisses, des moments de désarroi, des questionnements, de nous appeler pour pouvoir en parler. Et je pense justement à une jeune femme qui nous appelle de temps en temps. Elle vient de quitter son compagnon qui l'a maltraitée. Elle se retrouve avec 2 jeunes enfants seuls, sans soutien familial, sans soutien amical. Elle a eu une enfance aussi assez compliquée et donc par moments elle se pose des questions sur la façon dont elle élève ses enfants. Elle a des doutes, elle a des angoisses de répéter ce qu'elle a vécu elle-même dans son enfance. Et elle a besoin comme ça de demander à une oreille attentive si elle fait bien les choses, ce qui est d'ailleurs très souvent le cas. Et puis de pouvoir parler et s'apaiser si elle a des moments d'angoisse un peu importants. Donc là, ce sont des appels, ce type d'appels, ce sont des personnes qui ont besoin d'être rassurées ponctuellement et qui appellent donc la plateforme. Merci Armel. Et toujours pour justement dans ce genre de situation, on peut être amené à lui proposer des orientations. On recherche des contacts de structures qui peuvent exister autour de la parentalité, par exemple, pour lui dire qu'elle peut trouver peut-être des ressources ou une aide localement près de chez elle et qu'il y a sûrement des choses qui existent par des associations, des structures. Donc on peut apporter cette réponse dans notre écoute. Donc
Voilà, un petit peu une présentation de SOS Crise. N'hésitez pas à nous appeler donc du lundi au dimanche de 9h à 19h au 0800 19 00 00. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.